Donc lorsqu'on parle de musique traditionnelle provençale ou réputée telle, on pense surtout au personnage du tamburinaire, le tambourinaire donc, qui se sert d'un gros instrument tel que celui que vous voyez à côté de moi et qui accompagne d'ailleurs la petite flûte à 3 trous, le galoubet, je précise, les deux instruments étant joués par le même musicien. En ce qui concerne le tambourin, c'est une forme de tambour qui a évolué au cours des siècles d'ailleurs, puisqu'au Moyen-Âge, le tambourin était beaucoup plus petit que de nos jours, et c'est d'ailleurs une des caractéristiques de la musique provençale d'avoir un tambourin de grande taille, qui a commencé à grandir, si l'on peut dire, au cours certainement du XVIIIe siècle. Voilà. Alors là, nous avons un instrument particulièrement raffiné. Ça, c'est encore une caractéristique provençale, puisque depuis à peu près l'époque de Louis XVI, les luthiers provençaux se sont ingéniés à livrer des instruments satisfaisant à la fois l'oreille, mais aussi l'œil. Le tambourin est fait en fait d'une feuille de noyer. Maintenant, du moment qu'il n'y a plus les grands arbres d'autrefois, on est obligé de juxtaposer plusieurs planches, alors qu'autrefois une seule suffisait. Ces planches sont cintrées à la chaleur et à l'humidité à la fois, montées donc pour former un cylindre qui sèche dans une forme particulière pendant un certain nombre de semaines, voire même de mois pour certains instruments, et monté d'une manière tout à fait spéciale. C'est un peu l'inverse du tambour militaire, si vous voulez. C'est-à-dire que le tambour militaire a une peau relativement épaisse dessus et une peau fine dessous, alors que le tambourin, c'est l'inverse. La peau épaisse est dessous et la peau fine dessus, ce qui favorise la vibration d'une cordelette très mince, qui est un timbre en réalité, que l'on appelle chez nous la chanterelle, voire même chez des patriotes provençaux la cigale, et qui est supposée former un ronronnement continu sous la musique du galoubet, dont ça atténue d'ailleurs le côté parfois un peu aigre, un peu suraigu. Voilà. Alors là, vous avez une ornementation donc, tout à fait typique de l'époque Louis XVI, bien que l'instrument soit récent en fait, relativement. Il est dû à défunt Marius Fabre, qui œuvrait à Barjol, dans le Var. C'est une pièce rare, une pièce unique en quelque sorte. Alors les cercles maintenant, par rapport aux cercles de tambour qui sont larges et relativement minces, ce sont des cercles en jonc circulaire, faits soit en frêne, soit en noyer, peints en rouge comme vous le voyez, et les cordes de tension passent sur des petits pitons en os, en ivoire, voire même récemment en bois, puisque l'ivoire et l'os se font rares. La tension est réglable à l'aide de coulants ou de passants que l'on monte et que l'on descend pour réduire le cordage. Voilà. Et donc, en principe, la sonorité doit être bourdonnante et non pas sèche comme celle d'un tambour. On va essayer parce que c'est pas... Voilà, vous en avez un exemple pas mal là. Les anciens disaient que le tambourin bumbuneja, c'est-à-dire le tambourin ronronne, le tambourin fait un bruit un peu, un bourdonnement d'abeilles, voilà. Le compagnon inséparable du tambourin, c'est le galoubet. Alors ce galoubet ou flûté, c'est une flûte à bec, une petite flûte à bec, à 3 trous. Alors les gens se sont toujours étonnés que l'on puisse avoir une flûte à bec à 3 trous qui puisse donner plus de 3 ou 4 notes. En fait, l'explication, c'est qu'il s'agit d'une flûte harmonique, c'est-à-dire qui a une perce très petite et qui donc permet de jouer
des partiels ou harmoniques plus nombreux que sur une flûte à bec par exemple ou une flûte traversière. Par exemple, si je prends cet instrument, eh bien, en soufflant de plus en plus fort, j'obtiens des notes qui sont dans la série qu'on appelle harmonique. Et comme on a 4 trous, 3 trous et tout bouché, ça fait un 4e doigté, eh bien, on a à chaque fois 3 ou même 4 notes qui sont à notre disposition. Donc, avec cette petite curiosité, cette petite disposition particulière, eh bien, on arrive à enchaîner une étendue qui va à peu près à 1 octave et demie, en jonglant avec les différents doigtés. Voilà. Maintenant, on remarque évidemment qu'il n'y a pas de clé, il n'y a pas de dispositif particulier qui permette de donner des dièses ou des bémols. Alors, en fait, on se sert de demi-trous, donc au lieu de demi-trous, etc. Bon, donc, la massette, la baguette, c'est un petit peu ce qui lie les deux instruments qui ont été présentés précédemment, c'est-à-dire c'est l'instrument avec lequel le tambourinaire peut jouer du tambourin tout en jouant de l'autre côté du galoubet. Donc la massette, c'est donc une baguette en provençal, c'est le même mot, et donc c'est un instrument qui est fait, une partie d'instrument qui est faite en 3 parties. Il y a donc l'olive ou le gland qui est l'extrémité qui permet de toucher la peau du tambourin. Il y a la baguette proprement dite, plus le pommeau par laquelle donc, le tambourinaire tient l'instrument. Et donc avec cet instrument, ça permet au tambourinaire de jouer tout à la fois du galoubet par la main gauche et du tambourin par la main droite, le tambourin qui est suspendu au bras qui soutient le galoubet. Est-ce que vous pouvez nous le montrer? En fait, on prend le tambourin que l'on suspend au bras où l'on joue du galoubet et avec l'autre main, donc on touche donc le tambourin. Nous allons parler de choses provençales, je vais le continuer peut-être en provençal, la langue provençale, pour faire un petit peu le lien. Donc, sobretot à l'époque de la Renaissance missalenca, que les provençaux fugueron a sabenta qu'il y a un instrument particulier. Et à cause d'une fibre cestienne, qui est une française vidal,
et che fa che paraisse nel 1964 un libro che resta un po' come la Bible du tambourine finca un libro che fa Guillan il y a qualche anno, monté savait pas si le Crésier ou si faisait un crédit que le Crésier fait du tambourin un instrument sous la main et spécifiquement provençal. Et en particulier, Moïse Maréchal vous va dire un passage de ce livre, Monté dit que, par exemple, c'est tout le jugar de galoubé de tambourin en province et à cause d'un pied l'antiquité et que le galoubé, le tambourin est un instrument uniquement provençal. Ciasca incontrado, ciasca provincia si crei, sunt parolis e d'usage sie o anela, ma il aveu gaire de país, o permis di dire, Monteliaga come in province un instrument de musica especial, tan different d'un autre per son brindo e son nacionament. Si può pas dire, Dieu a Dieu, despre cura parte aquel instrument. Il y a gros appareillage que nous venons d'un temps ben allunciat de nostra idade avancière, aquelli che stavano appelés ici les sali. Voilà, une espèce de légende patriotique provençale voudrait que nos instruments remontent à l'Antiquité grecque. Rien n'est moins sûr. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on en trouve des traces alors tout à fait évidentes dès le Moyen-Âge reculé, disons le XIIe siècle. Dans l'iconographie, beaucoup de miniatures représentent notre instrument, des sculptures aussi au tympan des cathédrales ou dans les stalles des chœurs des églises, etc. Voilà, il est vrai qu'à l'époque, l'instrument n'avait pas tout à fait la forme qu'il a à l'heure actuelle. Le tambourin était en général beaucoup plus petit. On peut peut-être en voir un exemple ici. Ah, ben Voilà. Alors, soit d'une forme plate, oui. Soit comme ça, soit... Voilà. Cette forme d'ailleurs qui se rapproche déjà de la forme moderne quand même. Hein. Alors que le galoubet, ou qu'on n'appelait pas encore ainsi, c'était le flûté, ou la flûte de tambourin, ou la flûte à une main, ce qui en dit long, avait le plus souvent une taille supérieure à celui que nous utilisons de nos jours. Et un doigté légèrement différent, mais enfin qui implique une technique différente également. Voilà. Cela a duré sous cette forme-là largement jusqu'à la Renaissance et au-delà. Et puis après, il y a eu d'autres types d'instruments, toujours basés sur le principe de la flûte à 3 trous quand même, hein, mais enfin qui se rapprochaient des techniques musicales employées à l'époque classique, à l'époque baroque. Enfin, l'instrument a suivi la mode du temps en fin de compte. Une phrase d'un air médiéval, une danse médiévale.
l'histoire des flûtes à une main et du tambour qui les accompagne, le grand tournant a été l'époque de la Renaissance. C'est-à-dire une époque où, avec une amélioration des techniques musicales, l'apparition des violons, etc., qui avait des possibilités musicales beaucoup plus grandes, la flûte à une main, qui était quand même une flûte avec très peu de moyens musicaux, a reculé, a disparu au niveau international comme instrument international, mais s'est cantonné dans différentes régions de l'Europe, en particulier l'Andalousie, l'Espagne, l'Angleterre, la Flandre, etc., et en particulier la Provence. Et pour les Parisiens, le tambourin était à la fois une image de la Provence et une image de la marine, puisqu'à l'époque, les marins étaient forcément provençaux. Et donc, on trouve dans les opéras de Rameau, en particulier les Andes galantes, des allusions à la Provence et au tambourin. Ce qui est intéressant, c'est que les Provençaux eux-mêmes n'avaient pas conscience de jouer d'un instrument qui leur était propre. C'est-à-dire que les Parisiens qui venaient en Provence savaient qu'on jouait du tambourin d'une région qui allait de Nîmes environ à Cannes, si vous voulez, mais les Provençaux eux-mêmes en jouaient sans savoir que cet instrument était typiquement provençal. Et ce n'est qu'à l'époque du félibrige de la Renaissance mistralienne que les Provençaux eux-mêmes ont pris conscience qu'ils avaient un instrument qui leur était propre. Alors, on est à Toulon chez Monsieur Fabre. Est-ce que vous pouvez nous indiquer comment vous faites pour fabriquer des galoubets? Vous partez d'un bout de bois que vous avez d'abord travaillé. Voilà, un bout de bois. Et quel type de bois vous utilisez? Alors j'utilise toutes sortes de bois, ça peut être du buis, du palissandre. Je vais trouver le centre. Ensuite, je vais commencer à percer avec cette mèche. Une fois que le bois est percé, donc par en part, avec les mèches voici, je mets donc le bois entre pointes dans le tour, parce que la longueur détermine la tonalité. Alors celui-ci, c'est le galoubet le plus couramment utilisé. C'est standardisé, est-ce que c'est standardisé actuellement, la longueur du galoubet ou non? C'est standardisé, c'est la tonalité qui est standardisée. Voilà. Et pour arriver à la tonalité est bien déterminée par la longueur de l'instrument. Voilà. Donc vous le mettez sur le tour, oui. Et là vous allez le travailler pour le rendre circulaire. Voilà, exactement. Voilà. Et bien, on y va.
Quelle est l'étape suivante? Il faut écarrer à l'intérieur pour rejoindre le coupe-vent. Ensuite, ajuster une languette. Ok. Non, elle est ajustée là. Celle-là. Là. On fait les trois trous. Avec un gabarit, je vois exactement où sont les trous. Je fais les trous un peu plus petits, de manière à pouvoir le corder après. Parce qu'en agrandissant les trous, Vous faites 2 trous dessus et un dessous. un en dessous. Eh oui. C'est là. Et ensuite, vous l'accordez quand c'est terminé. Avec un étalon. Voilà, ben, avec un étalon, j'accorde avec un étalon. Et c'est quoi un étalon? C'est un galoubet qui est déjà. Un galoubet étalon. Voilà, un galoubet étalon. À l'oreille. Il fallait les deux. Ah oui, à l'oreille. Tambourins sont débités dans des plateaux de 6 à 7 cm d'épaisseur. Puis, avec la scie à ruban, je scie des planches à 7 mm. Je fabrique des planches à 7 mm. Les planches sont rabotées à 5 mm. Voilà. Ici, et ensuite, on fait des élégies. Les sculptures que vous appelez. Voilà, on fait des élégés ici et on laisse la place pour la sculpture. On peut sculpter des perles, on peut sculpter des rubans. Établi, je suis en train de terminer la sculpture d'une planche. Et vous sculptez toutes les planches ou quelques-unes seulement? Ah non, toutes les planches sont sculptées. Toutes les planches sont sculptées. Alors là, on a toutes les planches d'un tambourin posées sur le banc. Et la maquette, là. Toutes sont sculptées avec des motifs différents, sculptées dans la masse. Voilà, 6, voilà, c'est bon. Donc là, ça forme un tambourin. Les planches sont d'abord collées entre elles et maintenues par un serre-joint. Alors là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez les... Mais là, je vais centrer le tambourin. Là, voilà. Ah, il y en a Les des planches collées. sont collées maintenant. Et là, donc maintenant, on va commencer ici. Donc pour le centrer, vous commencez à mouiller l'extérieur. Voilà, on va à l'extérieur. Alors, donc, ce qui fait que l'extérieur gonfle, l'intérieur se rétracte puisqu'on chauffe. On colle les deux extrémités
Et quel âge vous allez avoir maintenant? Qui, moi? Oui. 79. Et votre père, il y avait quelqu'un avant lui ou c'est lui qui a... C'est lui qui a fait ça. C'est lui qui a appris. Mais son père était ébéniste. Hein. Alors après ça, quelle va être l'étape suivante? Vous laissez sécher combien de temps? Là, il faut au moins une quinzaine de jours pour finir la sculpture, racler, poncer, etc. Quand il est raclé, poncé, fini, on fabrique les serres. Je trace exactement, il faut que ce soit ajusté parfaitement ça. Voilà. Je trace la peau avec un gabarit. la peau est trop grande là. On va enlever ça, on va mettre un peu d'eau, toi. Eh oui, je vais mettre un peu. Ici. Sec. Celui qui est rouge, qui est arrondi celui-là. Ah d'accord. Mais ça... Je l'attends trop, tu vois, après ça marche pas. C'est par-dessus que va venir le cercle rouge où il y aura les petits tenants. Eh oui, bien sûr. Ah d'accord. Voilà le cercle rouge supérieur sur lequel on va fixer la chanterelle et les cordes de tension de la peau. Comme ça. On la réglera après. Voilà, c'est comme il faut. Il faut laisser sécher. Fort du succès de son livre Le Tambourin, Vidal, comme on dirait de nos jours, surfait sur cette vague pour illustrer en quelque sorte, de manière pratique, ce qu'il disait dans son bouquin. Alors c'est ainsi qu'il a voulu créer une académie du tambourin, enfin en provençal d'ailleurs, parce que là quand même le Félibrige et son admiration pour Mistral ont joué à plein, l'Académie du tambourin. Il a aussi réalisé en partie également son rêve d'avoir une classe d'enseignement de notre instrument provençal au conservatoire. Alors cette académie de tambourin qui date de
1864. On n'en a pas trop trouvé trace dans des documents écrits. Cela semble avoir été plutôt une réunion amicale de tambourinaires qu'un corps constitué au sens propre, comme une académie doit l'être. Et d'ailleurs, cela n'a pas duré trop longtemps non plus, 4 ans, 5 ans au maximum. C'était des gens donc, qui se réunissaient, qui s'estimaient, qui avaient plaisir à jouer ensemble. Puis cela a stagné, les tambourinaires se sont un peu perdus dans la nature, chacun continuant à jouer plus ou moins de son côté quand même. Il a fallu attendre très longtemps pour qu'une renaissance de ce mouvement se fasse jour. J'y étais pour quelque chose dans ce sens que j'ai écrit un jour un article méchant, si l'on peut dire, enfin du moins juste, sur la situation du tambourin lorsque j'ai commencé à jouer sérieusement de cet instrument et qui m'a valu d'ailleurs certaines inimitiés sur le moment, et ce n'est que plus tard qu'après Maurice Guis donc a voulu ressusciter l'Académie du Tambourin sous le nom français de l'Académie du Tambourin qu'il dirige toujours à l'heure actuelle. Alors le principe de fonctionnement de cette académie, c'était celui d'une académie, c'est-à-dire qu'il y avait un nombre limité de participants, maximum 18, que ces participants étaient cooptés par les créateurs, donc il y avait un certain nombre de créateurs, et au fur et à mesure du temps, on a voté donc, pour que soit admis telle ou telle personne au fur et à mesure des changements qui interviennent toujours pour différentes raisons. Voilà. Et donc l'académie travaille régulièrement et se produit en concert, disons, environ une douzaine de fois par an. Nous allons commencer donc par quelque chose d'extrêmement connu parce que extrêmement beau. Il s'agit d'un extrait de Water Music de Handel. Lorsque le roi d'Angleterre, n'est-ce pas, se baladait sur la Tamise, on lui aménageait une barge, suivie de barques avec des musiciens, enfin bref. Et Handel a composé cette musique de l'eau à cette occasion-là.